Bienvenue sur le nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Pour les nouveaux, ce podcast, il vous accompagne sur le chemin de l'amour de soi, de la guérison, des relations saines. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Auria, coach spécialisée en dépendance affective et relations amoureuses. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un moment clé de ma vie, un moment clé sur mon parcours relationnel, un moment clé pour ma guérison de la dépendance affective. C'était le jour où j'ai cessé de mendier l'amour. Mais ici, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Et oui, il y a eu plusieurs étapes. J'ai pas juste décidé un jour. J'ai pas juste eu ce déclic et le lendemain, tout s'est arrêté parce que, vous le savez, je le raconte beaucoup ici, la dépendance affective, c'est bien plus complexe que ça. Mais ce déclic, il a tout changé pour moi. Il m'a permis de me choisir, de me reconstruire, de poser les bases des relations plus épanouissantes. Alors, si tu te reconnais dans cette quête d'amour à tout prix, de relations saines, reste avec moi, cet épisode pourrait bien être un tournant pour toi aussi. Alors, on est en septembre 2017. Je fréquente un homme depuis plusieurs mois. J'ai pas mal parlé de ce point de non-retour sur mon podcast, mais jamais vraiment en fait de ce qui s'est passé, de cette scène que je revois encore où je me suis dit OK, là, c'est plus possible ma grande, tu vas pas pouvoir le faire toute seule. Il va falloir que tu demandes de l'aide parce que la dépendance affective, c'est pas juste ton schéma relationnel. Aujourd'hui, ça t'handicape. Aujourd'hui, ça te rend profondément malheureuse. Et il a fallu que je le reconnaisse d'abord pour pouvoir me faire aider. Et je pense que c'est un peu le message que je véhicule dans tous mes épisodes. C'est de pas vous juger, peu importe là où vous en êtes dans votre parcours de guérison, dans la dépendance affective ou d'une autre blessure d'ailleurs. Mais vraiment, de venir reconnaître votre souffrance, c'est déjà le premier pas. Donc, comme je vous le disais, on est en septembre 2017. Ça fait plusieurs mois que je fréquente un homme. Et un mois avant ça, je lui avais fait part du fait que j'avais envie d'être un peu plus que ce qu'on était à ce moment-là. Voilà, qu'on rentre dans une relation qui soit plus engagée, plus engageante. Enfin voilà, une relation exclusive. C'est vrai que ce jour-là, il m'a clairement embobinée à me dire que de toute façon, j'étais la seule qui voyait, que lui, il n'était pas encore prêt à m'offrir ça, mais que j'avais pas de souci à me faire. Voilà. Après, peut-être, là maintenant, quand je le raconte, je me dis, je l'ai peut-être un peu entendu comme je voulais l'entendre, et peut-être que il a simplement évoqué le fait que lui, il avait pas envie d'être dans ce type de relation avec moi. En tout cas, si jamais vous avez des personnes autour de vous qui tournent autour du pot et que vous êtes dans des relations qui n'en sont pas, lisez entre les lignes, parce que généralement, ça va pas changer. Si vous ressortez de cette conversation et que c'est pas clair, alors c'est que c'est pas clair. C'est que vous avez déjà la réponse en réalité. Donc, à ce moment-là, je continue. Je sais pas vraiment pourquoi. Si je me replonge là, je pense qu'il y a énormément d'espoir. C'est quelqu'un que je mets complètement sur un piédestal et honnêtement, j'ai rencontré des bonnes personnes dans ma vie qui voulaient pas s'engager, mais lui, en l'occurrence, c'était pas une bonne personne. Mais moi, je l'idéalisais tellement que, en fait, je voyais que le fait que c'était moi le problème, que les gens voulaient pas s'engager avec moi, que peu importe qui je rencontrais, le schéma était le même. Et voilà, un mois après cette discussion, je me retrouve à parler avec une amie et en fait à être extrêmement triste. Je me souviens être là derrière mon téléphone à dire que non, que ça va pas. Et lui qui m'a envoyé un message, en fait j'avais envoyé un message, je me suis pris une réponse tellement vague, générale, avec énormément de distance. Et là je me suis dit en fait c'est plus possible. En fait la souffrance que j'ai ressentie dans mon corps à ce moment-là, je me suis dit mais en fait c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la première personne avec qui j'ai l'impression de ressentir ça. Peut-être j'ai ma part de responsabilité là-dedans, peut-être pas, j'en sais rien. En fait, je savais plus. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent en me disant, je sais pas si je suis dépendante affective, je sais pas si c'est ça. Mais aujourd'hui, je souffre et je vous le dis, je vous le redis. On s'en fout de l'étiquette qu'on va mettre là-dessus. Je sais que parfois, ça fait du bien de se dire, en fait, ça vient de quelque part. J'ai posé un mot sur ma souffrance, mais on s'en fout de savoir si c'est exactement ça. Parce que la souffrance que vous ressentez aujourd'hui, peu importe le domaine de votre vie d'ailleurs, elle est légitime. Et si vous n'arrivez pas à en sortir seul, malgré
le fait d'avoir essayé des choses. Je le dis souvent, mais lire des livres, écouter des podcasts, ça fait du bien. On apprend énormément, mais parfois c'est pas suffisant et c'est ok que ce soit pas suffisant. Moi, j'ai plus de problème à demander d'aide, aussi bien dans mon entreprise que dans ma vie personnelle, parce qu'en fait, on n'est pas fait pour faire les choses tout seul. En réalité, vous n'êtes pas plus fort parce que vous faites les choses seul et vous allez vous épuiser. Donc à ce moment-là, je prends la décision de voir un thérapeute. Ça faisait longtemps, plusieurs mois que j'avais ce numéro de cette thérapeute qui m'avait été recommandée, qui était dans mon téléphone et qui dormait là. Ce jour-là, je décide de lui envoyer un message. Ce jour-là, je décide que ce n'est plus possible et que je ne peux plus mendier l'amour. Donc mon premier déclic, c'est celui-là. C'est le fait que cette quête de l'amour, cette quête du couple, elle me faisait tellement souffrir. J'étais tellement dépendante des hommes que je rencontrais. Je manquais cruellement d'estime de moi. J'avais peur qu'on m'abandonne. Tout était là et me faisait mal, en fait. J'avais mal dans mes relations. J'ai pas vécu une relation qui soit épanouissante, vraiment pour moi, pendant 7 ans, je crois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, ça finissait exactement de la même manière et je voulais plus. Voilà, j'avais 25 ans et honnêtement, je me dis maintenant, 25 ans, j'étais jeune, c'est sûr, mais en fait, quand ça fait déjà, parfois, ça dépend des personnes évidemment, mais moi, j'ai commencé à avoir des relations, j'avais 15-16 ans, donc quand ça fait 10 ans que le truc dure et qu'en tout cas, c'est pas sain, c'était plus ok pour moi. J'avais vécu une relation de 5 ans, mais avec le recul, elle était dysfonctionnelle aussi, puisque clairement, j'étais avec quelqu'un qui était complètement dépendant de moi, donc on avait créé une relation de codépendance. J'en avais absolument pas conscience à cette époque, mais du coup, j'étais vraiment dans des relations qui étaient dysfonctionnelles, qui étaient de toute façon pas équilibrées et qui me faisaient souffrir. Donc ça, c'est vraiment mon point de rupture où en fait, je peux plus. Voilà, j'étais vraiment là, je ne peux plus. J'ai réussi à mettre un terme à cette relation parce qu'il y a eu un énième événement où vraiment le monde est petit et ça, s'il y a quelque chose que vous devez savoir, vous allez le savoir. Alors moi, je sais que j'ai une intuition sûrement très forte, mais c'était un truc de fou. Tout ce qui s'est passé dans cette histoire, franchement, je pourrais en faire un épisode de podcast. C'est digne d'une série Netflix, sans rire. Cette relation-là. Mais le problème, en fait, c'était pas tant cette relation, c'était pas tant cet homme-là. C'était moi, ma posture dans les relations. Et c'était moi, en fait, qui me mettais... Alors, j'étais attirée par des hommes qui ne me donnaient pas grand-chose, mais je me mettais aussi dans la posture de celle qui allait donner sans rien recevoir. Donc forcément, je vous le donne en mille, je ne recevais rien. Donc j'étais épuisée. En fait, j'étais épuisée émotionnellement. J'en étais là où finalement mes clients arrivent vers moi, c'est-à-dire je ne sais plus quoi faire, je me sens frustrée. Je viens de réaliser que j'avais peut-être ma part de responsabilité là-dedans et j'ai envie que les choses elles changent quoi. Vraiment émotionnellement, c'était éprouvant. Vraiment. Donc voilà, je démarre ces mois, ces années en réalité de thérapie sans trop savoir où j'allais. Et ça, c'est un truc que j'aime retrouver aussi dans mes accompagnements, c'est-à-dire que je pense qu'il fallait aussi que je fasse confiance au processus. J'avais une thérapeute avec qui ça se passait bien, je me sentais en confiance, je me sentais en sécurité quand j'allais la voir. Mais honnêtement, il faut pas s'attendre à des miracles, c'est-à-dire que ça me faisait du bien. Mais il n'y avait pas de changement concret dans le quotidien. Et en fait, je me disais, de toute façon, je ne peux pas me demander à mon corps, mon cœur, ma tête, mon âme, de créer du changement en l'espace de quelques jours ou quelques semaines, alors que ce mécanisme-là, il est là depuis la nuit des temps, en fait. Je pense que j'ai toujours... je pense qu'il y a eu un trauma d'abandon, mais dans mes souvenirs les plus lointains, j'ai toujours été celle qui donnait, celle qui s'est fait marcher dessus. C'est pas pour rien que j'ai été harcelée et tapée à l'école. Il y a une posture dans laquelle je me mettais, en tout cas face aux hommes notamment, mais c'est face aux humains de manière générale, qui faisait que, en tout cas, j'entretenais des relations comme celle-là.
Donc, ça a été ma première étape sur le chemin de la guérison, c'était de me choisir moi et de choisir la thérapie au départ. Et cette thérapie, elle m'a fait beaucoup de bien dans la mesure où j'ai commencé à comprendre d'où ça pouvait venir, quels étaient mes mécanismes. J'avais notamment beaucoup de réticence à parler de mon schéma familial. J'avais besoin de le préserver, de me dire que non, il s'était rien passé, que tout était parfait, que mes parents avaient tout fait parfaitement, que mes sœurs étaient parfaites. Et en fait, je me rends compte, bien sûr, plus de 10 ans après, que c'était pas extrêmement sain de voir les choses de cet œil-là, mais ça a demandé du temps. Donc il y a eu un véritable processus, et ça je veux vraiment vous le faire entendre, peu importe le travail que vous commencez à mener, que ce soit en thérapie, en coaching, en psychanalyse, peu importe ce que vous faites, ça demande du temps. Et le temps, c'est relatif à votre histoire, à votre manière aussi d'intégrer les informations. Mais il y a aussi un truc hyper important, c'est que notre système nerveux nous protège et que parfois vous n'êtes pas prêt à aller aussi loin que vous le voudriez parce que ça peut être extrêmement violent pour vous. Vos mécanismes, vous les avez mis en place parce qu'ils vous mettent en sécurité, et parfois venir bouleverser ça peut vous mettre en énorme insécurité. Donc votre système nerveux résiste. Je le vois beaucoup en coaching, parfois sur des coachings de 3, 4, 5 mois, 6 mois et plus. Il y a souvent une période qui dure sur 3 séances environ où en fait il y a d'énormes résistances de la part de mes clients. Et ça veut pas. Moi, je suis obligée de détourner, on va dire, avec toutes les méthodes de coaching que j'ai pour arriver à un résultat. Mais il faut accepter aussi qu'il y ait des phases où, en fait, on n'avance pas, on n'arrive pas à accepter certaines situations parce que c'est trop violent pour notre corps. Donc, il y a eu beaucoup de challenges sur mon chemin, on va dire, où j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup plus d'estime de moi. Il y a eu des rechutes, il y a eu énormément de doutes, il y a eu une peur de la solitude extrêmement forte, parce qu'en fait, à cette période, je me suis rendu compte que en fait, j'étais incapable de passer du temps seule, et ça a duré un petit peu. Mais c'était surtout à cette période, je sortais énormément. J'étais tout le temps entourée, je passais pas une soirée toute seule, voilà. Mais dans tout ça, dès que je me retrouvais seule, même si c'était à minuit, j'étais confrontée à ma solitude. Ça pouvait être extrêmement dur pour moi. Mais il faut être conscient que dans tous les processus de guérison que vous entamerez toute votre vie, ce ne sera pas linéaire. Aujourd'hui, je suis sortie de la dépendance affective, je suis dans une relation saine, mais mon corps, lui, a encore des traumas qui sont très forts, très enregistrés, on va dire. Je réussis à apaiser mon système nerveux quand ça se déclenche. J'arrive à trouver les outils nécessaires, j'arrive à me remettre en question, à prendre de la distance. Mais le fait est que mon corps, lui, peut encore, face à certains discours, certains mots, certaines actions, être en réaction dans ma relation. Donc c'est plus vraiment des rechutes. Par contre, je suis OK avec le fait que mon corps sera encore longtemps peut-être en réaction. Donc ça, c'est les challenges sur le parcours de guérison, et c'est ce qui parfois nous donne envie de baisser les bras parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, mais vous n'êtes déjà plus la même personne qu'au début quand vous avez démarré un travail sur vous-même. Ça a été long. Je pense qu'il me faudrait à peu près 4 ou 5 épisodes de podcast pour vous parler de mon parcours relationnel. Après ça, évidemment que ça m'a fait du bien, mais je me suis bien rendu compte que même si rationnellement il y avait des choses qui avaient été apaisées, même si dans mon corps aussi, parce que je faisais une thérapie psychocorporelle, il y a quand même des mécanismes que j'ai dû apprendre par moi-même. C'est ce que je vous dis souvent, pour arriver à être coach, il a fallu que je teste des choses. Pour sortir de la dépendance affective, il a fallu que je teste des choses qu'aujourd'hui je vous apprends. Je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour sortir de la dépendance affective. En termes de résultats, on va dire concrets, ça m'a permis en fait déjà de prendre cette décision, c'était de me choisir chaque jour. Ça veut pas dire que j'y arrivais tout le temps. Il y avait des fois où mes blessures étaient tellement fortes que du coup je retombais dans mes travers parce que c'était plus sécurisant pour moi. Mais globalement, je me suis engagée auprès de moi. C'est comme si j'avais signé un contrat de moi à moi, pour me dire en fait à partir d'aujourd'hui, tu te choisis. C'est-à-dire qu'il n'y a
pas de plan B. C'est toi avec toi. Ça va être hyper dur parce que on apprend à poser nos limites, à dire non, à identifier ses besoins, donc du coup à les verbaliser à l'autre. Du coup d'être confronté, ça aussi c'est un truc dont on parle pas assez quand on commence à apprendre à poser nos limites. On est aussi confronté aux réactions des autres, chose qu'on n'avait jamais parce qu'on était dans une suradaptation de l'autre, donc on était tout le temps on faisait les choses par rapport aux autres, donc on n'était jamais confronté aux réactions de l'autre, aux réactions négatives, à la surprise, au fait que les gens soient pas d'accord. Donc ça a mis un petit peu de temps quand même avant que j'accepte vraiment ça, sans culpabiliser, de me choisir. Mais par contre, à terme, j'ai gagné une meilleure estime de moi-même parce que je me suis rendu compte en fait que quand je commençais à poser mes limites et à dire non, et finalement les gens me respectaient beaucoup plus pour ça. Et les personnes qui prenaient de la distance, c'est des personnes qui de toute façon ne me respectaient pas suffisamment pour respecter mes limites. J'ai évidemment gagné des relations plus saines et plus équilibrées. Enfin, ça va de soi, puisque moi-même, je suis devenue plus saine. Mon rapport à moi-même était plus sain. Je venais plus non plus choisir les autres pour, choisir l'autre pour venir combler mes propres besoins. Donc, j'étais moins moi-même dans des comportements toxiques ou dysfonctionnels. Et surtout, il y a un énorme sentiment d'accomplissement, d'indépendance émotionnelle qui naît. Et il y a aucun moyen de revenir en arrière parce que, en fait, la sérénité que vous gagnez, elle est, elle vaut tout l'or du monde. Et encore une fois, il faut être conscient que le parcours de guérison peut être long, que c'est pas facile tous les jours d'être confronté à soi et que ça peut durer des années comme ça. En tout cas, moi, ça a été mon cas et je suis parfaitement en paix avec ça. Ce qui m'aide aujourd'hui à mieux accepter les moments de rechute aussi parce que j'ai toujours fait preuve de bienveillance envers moi. Donc, en gros, arrêter de mendier l'amour, ça passe d'abord par une meilleure estime de soi. Ensuite, on met en place les bases d'une relation saine et de fait, naturellement, vous allez sortir des schémas relationnels toxiques. Pour ça, d'ailleurs, si vous m'écoutez et que vous êtes disponible durant le mois de décembre, j'organise 3 masterclass sur ces sujets-là. Je vous mettrai le lien directement dans ma bio, des masterclass qui sont gratuites. Et si vous vous inscrivez, vous pouvez même recevoir les replays. Donc n'hésitez pas à le faire si vous entendez cet épisode assez rapidement. En tout cas, s'il y a 3 choses que je peux vous dire pour arrêter de faire ça, c'est donc de vous recentrer sur vous, de vous confronter à cette solitude qui est si difficile, mais en fait, ça va vous obliger à regarder à l'intérieur de vous, chose que probablement vous n'avez pas fait depuis très longtemps. Regardez quelles activités vous avez envie de faire, quelles sont vos passions, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui compte pour vous, de vraiment choisir les moments où vous avez envie d'être avec du monde, les moments où vous avez envie d'être seul. Est-ce que vous vivez dans l'environnement qui vous épanouit? Est-ce que vous faites le métier qui vous épanouit? Parce que souvent, notre seul objectif, c'est d'être en couple, mais en réalité, être en couple, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour créer la vie que vous avez envie d'avoir. C'est vraiment une question d'équilibre, le boulot, les hobbies, vos activités, votre cercle social, on va dire, votre famille, vos amis. Et ensuite, il y a aussi cette relation amoureuse qui peut faire partie de votre équilibre, mais ça ne doit pas être basé uniquement sur ça. Ensuite, du coup, apprendre à dire non et à poser ses limites, pour moi, ça va vraiment, vraiment de pair avec l'estime de soi, parce que si vous ne consolidez pas votre estime de vous-même, vous allez avoir du mal à poser vos limites et à dire non, parce que ça n'aura pas de sens pour vous. Parce que, en fait, vous ne comprendrez pas. Vous aurez du mal à associer le fait que vous puissiez poser vos limites et donc potentiellement être rejeté ou vous sentir rejeté. Vous allez vous dire que c'est de votre faute parce que vous n'êtes pas suffisamment assez, vous n'êtes pas suffisamment bien, suffisamment belle, suffisamment drôle, suffisamment intelligente pour que les gens aient envie de passer du temps avec vous. Donc du coup, ce sera très difficile de le dissocier. Donc le vrai premier travail, c'est quand même l'estime de soi. Et ensuite, travailler sur ces croyances limitantes liées aux relations amoureuses. Parce que souvent, ça va aussi de pair. Alors, vous avez souvent des croyances limitantes qui sont d'abord liées à vous.
Il y a des personnes qui me disent mais si, mais moi quand même j'ai l'impression que je m'aime, mais au fond quand je creuse en coaching, je vois bien qu'en fait vous avez la croyance que vous ne méritez pas ou que l'amour n'est pas fait pour vous, ou que l'amour sain n'est pas fait pour vous, ou que être manipulé par des hommes, des femmes, c'est l'histoire de votre vie, alors que non, ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui ne définit pas le reste de votre vie. Aujourd'hui peut être le premier jour du reste de votre vie. C'est à vous de le décider. C'est à vous de décider qu'il est temps d'arrêter de mendier l'amour. Derrière ça, il y a tout un travail évidemment à faire sur le fait de choisir un bon partenaire éventuellement. Mais déjà, si vous vous choisissez, vous vous éviterez des mauvais choix et vous ferez les meilleurs choix pour vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La vie a un plan pour toi. J'espère que le fait que je partage mon histoire et que je vous donne ces conseils-là vous inspire à vous choisir aussi. C'est ce que j'espère dans chaque épisode en réalité. Que ça va aussi vous inspirer à cesser de chercher l'amour à tout prix à l'extérieur de vous et le voir à l'intérieur de vous pour bâtir une vie qui soit plus épanouissante, pour bâtir des relations qui soient plus épanouissantes. N'hésitez pas à partager cet épisode et ma chaîne de podcast à quelqu'un qui en aurait besoin, qui aurait besoin d'entendre tout ça. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à oria.coaching. De toute façon, vous retrouverez tout en bio. Et n'hésitez pas à noter cet épisode, mais aussi cette chaîne de podcast, 5 étoiles évidemment. Surtout si vous l'écoutez souvent, je vois qu'il y a énormément, des centaines d'abonnés et pas assez de notes à mon goût. Mais souvenez-vous, vous méritez un amour qui vous fait pas douter de votre valeur et tout va commencer par l'amour que vous portez à vous-même. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et avec tout mon amour comme toujours.